Bonjour, bienvenue dans le média Le Grenier, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs et entreprises qui font l'immobilier au sens large. Peu importe le domaine, investissement locatif, promotion, travaux, crowdfunding, tokenisation. Mon but est simple, c'est d'avoir une conversation pour découvrir leur univers dans les moindres détails. Je m'appelle Mickaël et je suis le cofondateur de la société Green Living. On accompagne les particuliers à investir dans l'immobilier locatif. Nous sommes spécialisés dans la rénovation énergétique. En clair, les passeurs thermiques n'ont pas de secret pour nous. Alors si vous voulez découvrir le parcours de nos invités, leur motivation, comment ils font, abonnez-vous et rejoignez-moi dans cette conversation. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Grenier. Yes. Alors, merci Mickaël. Alors aujourd'hui, je suis très content parce qu'on enregistre donc au village Baïséa à Montpellier avec une start-up issue du même incubateur ou accélérateur que nous, qui est le village Baïséa. Donc là, on accueille la start-up ou société Urbacist, qui est représentée par Guillaume Tuffery. Et bonjour tout le monde. Et en fait, j'ai voulu recevoir Guillaume parce qu'en fait, je lui ai expliqué d'ailleurs en off, c'est que le grenier a été créé pour parler d'immobilier, ça c'est clair, je veux dire, c'est un peu la genèse de notre activité principale chez Green, mais aussi de rénovation. Et la rénovation dans le milieu du podcast ou au sens général, je la trouvais qui n'était pas très développée. Et il faut dire que chez Urbacist, vous êtes quand même sur une brique de la, on va dire, réno-construction un petit peu, voire même totalement. C'est une majeure partie de nos travaux, c'est à la fois à cheval, comme tu viens de le dire, entre le neuf pour des constructions nouvelles et sur de la rénovation des modifications de bâtis existants. Bon, super. Et bien donc, c'est typiquement le type de boîte que je veux avoir en parallèle des boîtes immobilières sur le podcast du Grenier. Donc tout comme bon podcast qui se respecte, mon cher Guillaume, présente-toi, dis-nous qui tu es, on veut tout savoir. Déjà pour commencer, qui tu es, d'où tu viens, tu es montpellierien, nîmois, parisien, messin, strasbourgeois, dis-nous tout. Allez, je vais essayer de faire ça de manière concise. On a le temps, on prend le temps. Ah, effectivement. Ouais, d'ailleurs, j'ai commencé sur l'intro. Je connais pas du tout le format podcast, donc je vais essayer de m'adapter au mieux. Donc, je suis Guillaume Tuffery, le président et cofondateur d'Urbacist. Donc déjà, peut-être rappeler ce qu'est Urbacist. Ah, vas-y. Parce que après, je ferai le storytelling d'Urbacist et de moi-même. Donc, Urbacist, c'est un site internet qui permet aux professionnels, essentiellement, de gérer leur permis de construire en ligne. D'accord. Donc, c'était le pitch de départ. Et pour y arriver, plusieurs étapes. Donc, je naquis 3 décembre 84, donc ça va être long. Non, je suis né à Montpellier. Donc, Montpellier, born and raised. Donc, après classe prépa, je suis passé à Paris. Donc, je fais une école de BTP. Ok. Et donc, c'était vraiment mes premiers amours et en tout cas mes premières expériences professionnelles intéressantes. Et donc, le but, c'était de devenir géomètre expert. Pourquoi ? Parce que c'était, à mes yeux, c'était le bon compromis en termes au niveau de ce que je recherchais, c'est-à-dire un métier concret qui soit à la fois sur le terrain, qui permette aussi de rentrer au bureau, de manipuler de la technologie. Donc ça accumulait beaucoup de qualités sur le papier que je pensais me correspondre. Ça a pu me correspondre au début, mais je ne me suis pas projeté plus au-delà du titre de géomètre expert parce que j'ai eu d'autres opportunités tout simplement. Et donc, je suis parti côté collectivité publique. D'accord. Donc, au sein du direction de l'urbanisme de la ville de Nîmes. Ok. Donc, j'ai vu un peu l'envers du décor de tout ce que je faisais dans ma première expérience professionnelle, pardon. C'est-à-dire que là, en gros, je faisais beaucoup de permis d'aménager, des permis de construire, déclarations préalables. Et là, maintenant, je passais côté collectivité. Donc, je pouvais les instruire, les étudier. Et j'ai pu voir un peu ce que ça donnait, voir l'envers du décor. Alors, juste, je reviens. Parce que du coup, tu as fait une expérience. Toute ton expérience a été donc BTP, tu m'as dit prépa, c'est ça ou... J'ai fait classe prépa, école d'ingé. Après, je suis parti dans un grand groupe de terrassement. D'accord. Et après, local ? Oui, c'était du côté d'Avignon, c'était une filiale de Speed Batignolles. Bon, ok, d'accord, non mais parce qu'en fait, sur le podcast, on peut citer les gens, voilà, il y a pas de. De toute façon, c'est sur mon LinkedIn, donc. Voilà, mais je mets à l'aise les gens parce que souvent, on peut se dire, ouais, ce que je dis pas. Moi, même si c'est concurrent, pas concurrent, moi, j'ai rien à faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ce que j'aimerais que tu définisses, c'est un peu le terme de géomètre et géomètre expert. Est-ce que c'est la même chose ou les deux métiers se différencient ? Non, il y a.
Géomètre, en fait, c'est souvent associé à la technique. Donc, tu peux faire un BTS, tu es un géomètre. Ouais. Et en fait, pour devenir géomètre expert, donc là, ça nécessite un peu plus d'études. Et après, un stage de 2 ans dans un cabinet de géomètre qui te permet après de te présenter à l'ordre et de pouvoir t'inscrire à l'ordre pour vraiment devenir géomètre expert. Ce qui te permet à ce moment-là d'avoir des domaines d'activité spécifiques tels que le bornage de parcelles, tels que les divisions parcellaires, la création de numéros de nouvelles parcelles. Mais si tu es géomètre simple, tu peux rien faire. Tu peux pas le faire. Du coup, tu fais quoi, géomètre simple? Tu fais la technique, c'est-à-dire tu fais le mesurage, tu fais la définition, tu fais la modélisation de bâtiments, la conception de plans 3D. Par contre, après, vraiment, la définition et le côté opposable du document de bornage, ça, c'est le champ spécifique d'activité du géomètre expert. Ok, et donc du coup, tu as fait ce stage chez Spibati? Non, donc ça c'était un cabinet de géomètre expert. Ok. Et donc là je l'ai fait, j'ai pu m'inscrire à l'ordre. Et en fait à ce moment-là, j'ai eu une opportunité pour partir sur de nouveaux projets. Donc là en collectivité publique. Ok, d'accord. Et j'ai saisi l'opportunité parce que j'avais envie avant la trentaine, de découvrir de nouvelles expériences et j'en ai profité. D'accord, parce qu'en fait, quand tu es passé en collectivité publique, donc pour la ville de Nîmes, c'est qu'en fait, tu es passé un peu donneur d'ordre avec une spécialité pour que les gens comprennent bien, c'est qu'en fait, tu es passé de l'autre côté de la barrière, si je comprends bien. C'est ça. Voilà. Tout à fait. Donc du coup, en fait, quand tu es passé dans collectivité publique, il y avait des personnes, je sais pas moi, des promoteurs, j'imagine, on va dire, c'est peut-être le schéma le plus classique que tu rencontrais, qui instruisait un dossier, qui te présentait un dossier avec un géomètre expert que toi tu analysais. Oui, tout à fait. Donc voilà, j'étais côté collectivité pour représenter la collectivité et aider et représenter la collectivité dans l'analyse de ce dossier, essayer d'itérer, d'optimiser le dossier pour que ça corresponde au cahier des charges de la collectivité et trouver le meilleur compromis. D'accord, c'est toi qui réalisais les cahiers des charges, les appels d'offres, tout ça ou... Non, en fait, la vision est plus macro, c'est-à-dire que le but, c'est vraiment de coordonner l'aménagement du territoire à l'échelle de la ville. Et donc là, quand on travaille pour la collectivité, le but, c'est vraiment d'endosser la casquette publique. Et donc là, notre patron, c'était les citoyens. Donc c'était vraiment essayer d'apporter cette valeur globale, aménagement global, et essayer de pérenniser avec le cadre juridique qui était déjà présenté par le plan local d'urbanisme. Il y avait déjà une succession de documents. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre sa casquette de service public pour représenter la collectivité. Parce que quand tu travailles pour une collectivité publique, contrairement peut-être, alors tu me diras si j'ai tort aux ans, parce qu'en fait, j'ai été confronté au service public pour les PLU, les géomètres, tout ça, et je me rends compte que, en fait, des fois, il y a un manque de vision d'urbanisme chez les maires, et je trouve que, est-ce que toi, quand tu travaillais là-dedans, donc tu dis que tes clients, entre guillemets, c'était les citoyens, t'es donneur d'ordre, mais à un moment donné, il faut quand même un allant un petit peu de vision d'urbanisme. Non, mais après ça, c'est effectivement, le maire ne peut pas être bon partout. C'est-à-dire, c'est lui le grand chef, effectivement, du service technique, de la collectivité. Après, il faut bien, dans tous les cas, le maire est élu et donc il doit aussi essayer de représenter ses citoyens. Donc là, l'idée, c'est qu'il ne peut pas être bon partout. L'urbanisme, c'est un domaine d'activité qui est assez compliqué, très codifié, un code de l'urbanisme qui a le mérite d'être très épais, beaucoup trop épais. Donc voilà, il ne peut pas être bon partout, c'est pour ça qu'il y a des élus. Il y a un élu à l'urbanisme et lui-même n'est pas forcément une personne du métier. Donc, il repose ses compétences après sur une équipe technique au sein du service technique. Et c'est eux, là, par contre, qui ont toute la casquette vraiment technique. Et c'était ce pour lequel moi, j'œuvrais. C'est-à-dire, vraiment, mon but, c'était d'accompagner notre élu dans la prise de décision pour justement réaliser les aménagements qui correspondent au mieux à la vision globale. Et c'était quoi les projets que tu faisais ? Donc moi, j'étais vraiment au sein du service foncier, mais la direction de l'urbanisme, le but, c'était vraiment de réaliser des zones d'aménagement concertées, de réaliser après des ouvrages d'art spécifiques. Bon, Nîmes avait des contraintes spécifiques en lien avec les inondations. Donc le but, c'était après de réaliser des élargissements de voiries publiques dans le but de réaliser justement des cadres pour faire passer les eaux pluviales. Donc il y avait d'autres contraintes qui pouvaient parfois
fois s'éloigner un peu du bâtiment classique qu'on pouvait imaginer, mais qui était vraiment dans le but de rendre service à la population. Donc c'était ça qui était, en tout cas, qui m'avait vraiment intéressé dans le public, c'était se dire qu'on a un périmètre, vraiment une zone d'activité, surtout un impact très concret et à une grande échelle. C'était ma principale motivation, c'était que quand j'étais dans le privé, j'avais l'impression qu'il y avait les moyens financiers, mais parfois la vision de la société ou la vision en tout cas de l'entreprise était plus l'idée par le chiffre d'affaires, ce qui est normal, hein, et voilà, il faut quand même, il y a une vraie pression pour payer après tous les salaires et compagnie. Mais par contre, ça manquait un peu de vision long terme. Et cette vision long terme, je l'ai vraiment ressentie quand je travaillais en collectivité. Et donc vraiment cette capacité de se dire qu'on est là pour vraiment accompagner la vision du citoyen et créer vraiment un mouvement sur du long terme. Par contre, voilà, après, il y avait quand même d'autres difficultés dues à un certain manque de financement. Et donc, voilà, il y avait vraiment la vision côté public avec un manque de financement. A contrario, dans le privé, c'était plus de financement, mais une vision un peu plus mercantile, un peu plus financière. Et c'était vraiment ce compromis qui m'a motivé pour créer ma start-up à mon image et essayer de voir de quelle manière on pouvait essayer de concilier l'aspect financier et la vision long terme. Et tu as réussi, tu penses ? C'est possible au moins ? J'ai fait du moins on a fait avec mon associé, on a fait de très belles choses. La vision a globalement été maintenue. Donc non, ça on peut en être fier. Après, voilà, il y a l'aspect financier. On s'est rendu compte que c'était un peu plus compliqué que ce qu'on avait imaginé sur le premier business plan. Mais voilà, en attendant, non, on peut se regarder dans le miroir et être fier. Donc non, c'est déjà on est relativement content de ce qu'on a réussi à faire. Parce que du coup, expérience privée, expérience publique, et donc du coup, on en arrive à Urbasist. Startup. Après, tu peux boire un coup, hein. Pas de problème. Non, parce que Urbasist, en fait, est né, on va dire, un petit peu de ton expérience. Mais tu es un cofondateur, tu peux en dire deux mots, un petit peu comment vous êtes connus et qu'est-ce qu'il fait un peu chez Urbasist ? Justement, je vais peut-être même te partager avant même que je m'associe, parce qu'il n'était pas là tout à fait à l'origine, c'est-à-dire que au tout début d'Urbasist, j'étais tout seul avec ma femme. Donc, avec ta femme, d'accord. En fait, ça a été mon premier juge. Ta femme ? Tout à fait. C'est que l'idée, c'est... j'avais déjà eu des idées avant Urbasist, parce que j'avais un peu ce caractère perso à chercher, à innover, à sortir un peu des sentiers battus. Et en fait, ma femme a été mon premier juge. Et quand j'ai compris quand je lui ai partagé mon idée que j'avais eue à 3h du matin après une soirée un peu arrosée, du coup, là, j'ai passé une bonne partie de la nuit à écrire mon idée. Le lendemain, je lui ai présenté, elle m'a rassuré en me disant ouais, c'est vraiment intelligent. C'était quoi cette idée à 3h du matin bourré ? C'était voilà, bien résumé. C'était qu'en fait, j'étais en plein travaux perso d'une grosse rénovation, ma 5e DP, et sur mon bâti. Et du coup, j'en avais vraiment marre de ressaisir toujours les mêmes informations, les mêmes documents. Et l'idée, c'est que je m'étais dit, mais en fait, pour les petits dossiers, il y a un moyen d'automatiser et d'accélérer vraiment la gestion administrative, en tout cas la déclaration préalable. J'ai cherché toute la nuit, voir s'il y a un petit benchmarking, ce qui existait en ligne. Et en fait, rien n'existait. Donc je me suis dit, feu. Je vais aller voir mon second juge, c'est-à-dire mes parents. Ah ouais. Pourquoi, ils étaient de la partie ou... Non, mais là, en fait, dans ma réflexion perso, j'ai besoin de me convaincre. De validation. Voilà, tout à fait. Ouais. Et donc, j'ai essayé de présenter ça à mon père. Lui, il m'a dit la belle phrase en me disant de toutes les idées que tu m'as présentées, c'est la moins stupide. Merci, papa. Donc, j'ai pris ça comme un élan de motivation. Je me dis, allez, c'est bon, là, maintenant il m'a presque validé, je crains plus rien. Ouais. Donc voilà, j'ai essayé de modéliser mon idée, après de faire une des premières maquettes. Donc là, c'était une période complètement euphorique. Ouais. C'est-à-dire que j'arrivais plus à dormir la nuit, j'étais omnubilé par cette idée-là. Je faisais des maquettes, je faisais des documents, j'essayais de réfléchir à savoir comment, ce qu'il fallait que je fasse tout simplement pour créer la start-up.
Et bon, j'ai pas tout de suite créé parce qu'en plus, j'étais toujours ingénieur territorial. Ouais. Donc, j'avais aussi quand même certaines contraintes professionnelles. Donc, bon, voilà, j'ai couché mes idées par écrit. J'ai essayé de rassembler un peu mes financements perso. Ouais. Donc, là aussi, mon premier juge m'a beaucoup aidé, ma femme, pour essayer aussi de me cautionner sur la partie financement. Et après, je suis allé voir le BIC de Nîmes. Okay. Donc, l'incubateur de Nîmes qui était sur mon trajet pour aller à mon boulot. Je leur ai présenté l'idée. Et j'ai vite compris que j'avais besoin donc, de me structurer. Donc, ils m'ont aidé. J'ai passé le comité de sélection. Donc, ils m'ont apporté beaucoup d'informations. Et ça a été d'ailleurs crucial pour la création d'Urbacide. Ah, ils sont géniaux, hein, le BIC. Ouais, ils sont tout. Voilà, il faut une petite aparté, mais vraiment en France, on a un territoire qui nous permet vraiment de créer, mais dans des conditions qui sont vraiment idéales. Ouais, donc voilà, ça c'était un petit big up pour toute l'Occitanie et en tout cas tous les environnements qui peuvent nous aider à grandir. Le village aussi, là où on tourne, ils sont super. Hein. Tout à fait. Donc nous on avait choisi le BIC vraiment au tout début de notre création. Et voilà, donc ils nous ont aidé à structurer et à obtenir nos premières subventions. Donc là, j'ai vite compris aussi qu'avant même de chercher à créer, il fallait avoir travaillé au préalable. Parce que créer sans financement, ça par contre, moi, je n'ai pas ressenti que c'était possible. Donc j'ai mis du cash et à ce moment-là, l'Occitanie, via des dossiers de subvention, m'a accompagné avec des subventions à hauteur de ce que j'ai investi. D'accord. Donc, 1 pour 1. 1 pour 1. Ah, et c'était vraiment une chance incroyable. Donc j'ai pu, avec cet argent-là, engager une étude de marché. Ça a été mon premier direct. Parce que on m'avait rapidement dit que si j'avais beau avoir la meilleure idée au monde, s'il n'y avait pas de marché, c'était dommage de dépenser plus d'énergie. Ça, je voulais me convaincre. Ça a été fait. Donc j'ai eu des... Mais comment tu l'as monté, cette étude de marché ? Non, après je me suis fait aider d'ailleurs pour fixer le cahier des charges. Donc voilà, avec ma chargée d'affaires, donc Madame Marchand, qui d'ailleurs maintenant a bien évolué, mais donc qui est toujours au BIC. Et l'idée c'est quoi ? C'est qu'on a fait ce cahier des charges, on a été accompagné, on a fait vraiment beaucoup d'interviews, on a fait énormément de prise d'informations. On a eu des conseils, on a eu des métriques, ça nous a vraiment ouvert les yeux sur l'étendue du marché initial. Ouais. Donc c'était vraiment super, c'était d'ailleurs complètement nécessaire. Et une fois que j'étais convaincu, j'ai utilisé après l'argent qui me restait pour engager mes premiers développeurs, pour avoir ma V0. D'accord. Là, tu étais toujours salarié ? Là, non, je venais de me mettre en disponibilité. Ok. Ouais, donc, ça c'est par contre, dans le public, c'est génial ça. Hein. J'aurais préféré être avoir une rupture conventionnelle peut-être. Exactement, ouais. C'est-à-dire que là à ce moment-là j'étais toujours à 0 €. Oui, d'accord. Donc j'avais une sécurité de l'emploi mais pas de revenus. Ouais. Donc bon, il fallait au moins ça m'a permis d'accélérer le déploiement. Donc après là voilà, avec le financement que j'avais, j'ai engagé des premiers devs et j'ai fait une version vraiment mode lean avec sur base de CMS, donc un espèce de WordPress. Ouais. Et le but, c'était vraiment d'avoir une maquette, mais cliquable et en ligne. Voilà. Je voulais gagner 1 € parce que j'avais besoin de gagner 1 € pour me dire que je pouvais convaincre d'autres utilisateurs. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'étais tout seul à ce moment-là, j'ai gagné 1 €. J'ai eu quelques clients et en fait ça m'a permis de me dire tu sais quoi, maintenant il faut y aller vraiment et il faut s'investir à fond et il va falloir essayer peut-être de convaincre une équipe. D'accord. Mais la V0, c'était quoi ? C'est qu'en gros, donc tu l'as bien dit en préambule, c'est qu'Urbacide c'est un site internet qui te permet de déclarer, de faire des DP, des permis d'aménagement. Pas des permis de construire, on est d'accord ? Si, les permis de construire, ça reste que des grosses déclarations préalables. D'accord. Donc, moi ma vision initiale, c'était essayer d'automatiser ce qui est automatisable. Ok. Et j'avais déjà identifié que les enjeux pour les projets de taille, en tout cas, selon un coût inférieur à 100 000 €, globalement, ça passait mieux et ça représentait une volumétrie plus importante au niveau national. Parce que les petits projets en termes de volumétrie, il y en a à peu près 750 000 tous les ans.
Ouais, et il n'y a que 150 000 permis de construire, tu vois. D'accord. Donc, j'ai essayé vraiment de cibler la plus grosse volumétrie et sur des domaines d'activité, en tout cas sur des livrables que je sois en mesure d'automatiser. Donc, c'était un peu mon cahier des charges. Tiens, là, ça part dans tous les sens, j'adore. Non, mais il y a beaucoup de choses là, qu'on va parler. Donc, du coup, tu avais zéro, c'était... Pour pas te noyer, c'était quoi? T'avais pas plusieurs services, t'en avais qu'un? Ou tu pouvais en faire deux? Non, t'avais quoi? Très tôt, j'ai identifié que le domaine d'activité de la piscine était un bon compromis. Ok, d'accord. Donc, je me suis focusé sur la piscine, mais j'avais déjà en tête de me dire que tous les petits projets, ça allait être ma cible. Donc, j'ai voulu d'abord cibler des piscines. Et donc, j'ai fait un espèce de compilateur de Cerfa. Donc, où c'était, dès le début, c'était la vision qu'on a actuellement. C'est-à-dire, on avait des questions auxquelles on répondait, ou auxquelles l'utilisateur répondait. Comment vous appelez, vraiment sur l'identification. Après, on posait des questions. Il y avait une espèce de module graphique vraiment très, très sommaire où l'utilisateur dessinait un vieux polygone sur le cadastre. Et je considérais ça un peu comme un plan de masse. Et après, il me manquait un élément qui était très compliqué sur le moment à mettre en œuvre, c'était les plans de coupe. Donc, pour les utilisateurs qui ne savent pas ce que c'est en gros comme si on faisait une tranche du terrain où on tranche tout ce qu'on rencontre, que ce soit la limite de propriété, le bâti existant et le projet. Ouais. Et du coup, comme je ne savais pas le faire, au début, je l'ai fait à la main. Donc, je faisais tous les plans à la main. Et ça me prenait beaucoup de temps, mais ça n'empêche que ça me permettait vraiment, en parallèle, de faire un cahier des charges pour essayer d'automatiser le tout. D'accord, donc en fait, tu faisais un peu en mode dégradé, mais c'est pas négatif, mais je veux dire, c'est-à-dire, c'était pas automatisé aujourd'hui, peut-être comme ça l'est aujourd'hui. Tout à fait. Mais tu faisais un peu mano. Mode lean, vraiment. On avait une première, du moins, on avait un espèce d'outil pour récupérer des inputs, c'est-à-dire vraiment des informations de texte, mais au-delà de ça, après, il y avait beaucoup de choses qui étaient manuelles. Fait par l'humain, quoi. Oui, c'est toujours le fameux fake it until you make it. Hein, donc, tant que tu sais pas le faire, tu le fais à la mano. Ouais. Et du coup, ça m'a permis de faire un cahier des charges et d'essayer de travailler, en tout cas d'essayer de l'automatiser. Donc, je suis allé sur des plateformes de mise en relation avec des développeurs, Malte, pour ne pas les citer. Ouais, pas de souci. Et du coup, j'ai trouvé un développeur. Et ça s'est très bien passé. Et il m'a conçu donc l'extension qui me permettait d'automatiser ces plans de coupe. Et on s'en est arrêté là. Donc bon, moi j'ai récupéré le code, je l'ai intégré. Et du coup, la suite, c'est que j'ai toujours essayé. Très tôt, j'ai compris que, étant donné que ma solution était purement technique, il me fallait un CTO. D'accord. Donc je suis allé sur toutes les plateformes qui existent sur Terre. J'ai passé des annonces sur le monde entier. Donc j'ai reçu, je pense, une centaine ou une 150 réponses. J'ai fait passer une trentaine d'entretiens. Et en fait, c'était très compliqué de trouver la perle rare, c'est-à-dire la personne, en tout cas un futur associé qui soit technique, vraiment pure tech, qui ait aussi des compétences d'entrepreneur, c'est-à-dire qui ait cette vision un peu polyvalente, parce qu'il faut être capable de toucher à tout, qui soit dans une zone géographique à peu près cohérente avec la mienne, et qui tout simplement partage un peu le délire d'entrepreneuriat. Et donc et donc, avec tout ça, l'idée, c'est que j'ai reçu un beau matin l'appel de mon ancien freelance, avec qui j'avais fait le plan de coupe, qui m'a dit, tu sais quoi, durant l'été, ton projet m'a fait réfléchir et j'ai vu vite fait ton annonce comme quoi tu recherchais un associé et ça pourrait m'intéresser. Ok. Et de fil en aiguille, c'est devenu mon associé. Quelle sacrée histoire, ouais. Donc voilà, effectivement, presque la période d'essai, ça a été sa première mission freelance. Et après, voilà, on a continué à créer cette confiance-là au fur et à mesure depuis notre rencontre en 2019, 2020. Comment il s'appelle? Sébastien. Et Sébastien Cornet. Et voilà, depuis, voilà, on a, comme tous les associés, il y a eu des moments euphoriques, il y a eu des moments plus difficiles. On a appris à se connaître, à se découvrir et compagnie. Mais là, l'idée, c'est que voilà, on a réussi à faire vraiment un projet, en tout cas une solution qui correspond vraiment à nous, c'est-à-dire à ma vision métier, mais à sa vision technique. Et du coup, on est très fiers du résultat.
Alors, ce qui est génial dans ce que tu racontes, c'est toujours l'aspect un peu commercial et technique quand tu montes une boîte. Ouais. Moi, je le vois avec mon associé Loïc. Loïc est très technique, c'est lui qui tient la partie travaux, tout ça. Et moi qui suis la partie commerciale. Et tu te rends compte, même si tu t'entends très bien, qu'en fait, des fois, ce que tu as en tête de ce que tu vends, tu penses bien le vendre, mais comment tu fais pour le réaliser sur le terrain, concrètement? Bon, et des fois, il y a des frictions, mais pas des frictions humaines, mais des frictions naturelles du métier, quoi. Donc, non, mais c'est bien que tu racontes ça, parce qu'en fait, peu importe ce que je veux dire, en fait, là où je veux venir, c'est que peu importe dans le domaine, parce que toi, tu es plus, on va dire, dans la partie tech, tu es plus une boîte tech que nous. Ouais. Je veux dire que nous, on fait un business duplicable et pas scalable, c'est-à-dire l'immobilier, c'est pas scalable du tout, mais il y a les mêmes contraintes entre associés, peu importe le milieu. Tout à fait. Le but, c'est de trouver les bons compromis pour que la synergie fonctionne, tout simplement. Ouais, alors, nous, on se connaissait quand même depuis 15 ou 20 ans. Donc, c'est quand même un gros avantage. Ça peut être vu comme un avantage, c'est-à-dire tu te connais. Après, les relations professionnelles et les relations personnelles, des fois, c'est pas du tout le même domaine, donc ça peut être aussi une certaine forme de difficulté. Ouais, alors, après, il me supporte, maintenant, on est... Ah, ouais, le vieux couple. Ah oui, ouf, oui, un petit vieux couple, mais c'est pas grave. Mais non, en tout cas, voilà, c'était important aussi, cette dimension humaine, parce qu'on a bien vu que l'entrepreneuriat, c'est sympa, mais là, dans un premier temps, c'est pas pour l'argent qu'on le fait, c'est vraiment associé à des rêves. Et donc, il faut vraiment être capable de partager ce rêve et après se donner les moyens de le réaliser. Parce que ce que tu dis, c'est très juste, parce qu'en fait, toute cette partie euphorique, tout le monde la connaît. Tout le monde. 100% des gens qui ont créé une boîte, une start-up, en tout cas, surtout avec la hype de l'entrepreneuriat de ces quelques dernières années et surtout ce monde de start-up. Mais c'est quitter ce monde euphorique au monde réel. Ouais, la marche est dure. Et la marche est très dure. La vraie vie et alors, c'est difficile. C'est difficile. Par contre, le jeu en vaut la chandelle. Ouais. Je veux dire, voilà, je préfère le dire parce que oui, tu passes par des moments difficiles. Il faut arriver à convertir ce gap euphorique à la vraie vie. Parce que du coup, je reviens sur Urbacist et la V0. Ok, Sébastien arrive. Donc de V0, il a dû avoir un gap énorme avec sa venue, non, j'imagine. Ça a été... Tout ce que tu avais en tête, tu as dû dire, écoute mec... La vision métier, dès le début, elle a été... du moins, il avait... En gros, avec la V0 que j'avais développée avec ma première équipe de développement, c'était pour lui une maquette. Et il est reparti vraiment sur une stack technique qui soit la plus robuste possible et qui nous permette vraiment de nous projeter sur du long terme. D'accord. Donc l'idée, c'est qu'on avait un cahier des charges en se disant, il faut on veut pouvoir avoir plus de 1000 utilisateurs par jour, donc il faut... Et effectivement, lui, c'était un défi qu'il passionnait. Donc, il a mis en place toute la partie code, en tout cas la partie back et la partie front, qui nous permettent vraiment de scaler et donc vraiment de se diffuser à une très grande échelle. Donc, c'était vraiment lui, ce qui l'animait, c'était de se dire qu'il avait son projet à lui, oui. Avec une vision métier qui lui donne les moyens de le mettre en œuvre. Parce que du coup, question, je te mets à l'aise, vous êtes 50-50 là-dessus ou... Non, là, en termes de part, non. En termes de salaire, oui. D'accord, ok, bon, c'est ce qui est aligné, je veux dire, c'est plutôt honnête de votre part, parce que des fois, en fonction des parts, l'autre a plus, a moins. Non, là, sur ce niveau-là, il y a très tôt, on a eu abordé le sujet, donc il y avait eu une phase de discussion sur les parts, mais après, voilà, une fois qu'on était d'accord, l'idée c'est que le salaire, étant donné qu'il y avait un engagement plein et total des deux côtés, il n'y avait pas de raison de différencier les salaires. Ok. Du coup, toi, lui, il développe, mais toi, tu fais quoi ? Initialement, moi, c'était la vision métier. Ok. Là, après, c'était tout ce qui était en lien avec la gestion de l'entreprise, c'est-à-dire vraiment l'organisation, un peu les choix stratégiques, parce que même s'il fallait les partager, à un moment, il faut les acter. Ouais. Donc ça, c'était un peu plus ma casquette. Et après, c'était vraiment tout ce qui était... Toutes les tâches qu'on ne pouvait pas déléguer, elles me revenaient. Donc, ouais, d'accord. C'est-à-dire que j'étais un peu le pompier de service, mais ça me convenait tout à fait. Parce que vous étiez deux là. Comment vous étiez très tôt, on a eu une stagiaire qui est d'ailleurs toujours dans l'équipe et qui depuis est devenue collaboratrice.
Donc on est toujours une petite équipe, hein, donc il faut pas imaginer qu'on ait grandi de manière exponentielle. Là on est 8 actuellement, donc on a évolué entre 8 et 13. Ouais. Mais voilà, on y est. Donc, on a eu de l'ambition, mais voilà, il faut très vite se rendre compte que l'ambition, c'est un coût, et que quand on agit sur un domaine d'activité comme le nôtre, qui est associé à l'administratif pour le BTP, donc on est sur une niche d'une niche. Ouais. Donc, ça a été le financement via levée de fonds. On a fait une levée de fonds en mode seed. Ça n'a pas été facile, donc ça a été par contre très intéressant en termes de maturité professionnelle. C'est-à-dire moi, j'ai vraiment eu la sensation d'être devenu chef d'entreprise quand j'ai réussi à closer mon premier tour de table. Ça a été dur ? Oui. Dur de le faire ou de convaincre ? Qu'est-ce qui a été... Non. Parce que souvent on dit qu'on est défocus du boulot pendant une levée. Non, pas tout à fait. C'est-à-dire que j'avais quand même réussi à bien m'organiser de telle manière que je ne consacre pas plus de 25-30% de mon temps à la levée de fonds. D'accord, ouais, c'est ce que... Ok, d'accord. Ouais, donc, plutôt intéressant. Ouais. J'étais pas à 50 ou 75% comme peuvent le partager d'autres. Donc c'est peut-être aussi la raison pour laquelle on n'a pas closé aussi facilement que ce que je pensais. Mais bon, moi, je n'avais pas identifié le besoin de passer plus de temps. Par contre, voilà, l'idée, c'est qu'on était vraiment dans le monde du BTP. Donc déjà en 2020, c'était quoi notre première levée de fonds ? Ouais, c'était 2021. Donc il y a eu le moment du Covid et compagnie. Donc c'était une période un peu obscure et donc ça faisait globalement un peu peur aux investisseurs. En tout cas. Et comme on était sur la partie administrative du BTP, on était vraiment sur une niche qui n'était pas ultra sexy. Et du coup, ça nous a un peu fait défaut pour convaincre et en tout cas, pour closer une levée de fonds dans les meilleurs délais. Et du coup, c'est public les noms des investisseurs et le montant ou tu... Bon, on va pas rentrer dans le détail, mais en gros, la levée de fonds était aux alentours de 300K. Ok. Et après, c'était avec des business angels. C'est essentiellement le groupement Badge et Angelor. Ce sont des business angels sur Paris, sur Lyon. Ah, je connais pas du tout. Avec qui, voilà, on est toujours en place et ça se passe très bien. Ok, parce que ces 300K vous ont permis de recruter des profils plutôt quoi, tech, plutôt c'est quoi un peu ce qui vous a permis un petit peu de passer une échelle? C'était vraiment nos deux cœurs de métier, c'était le tech et l'aspect commercial. Commercial marketing ou... Non, commercial, développement commercial. Développement commercial. C'est-à-dire que tu as recruté des sales pour aller chercher, justement, on va rentrer un petit peu dans le cœur du réacteur d'Urbasys. C'est quel type de métier ça vous a permis de dupliquer en profondeur et quel type de personnes achètent en fait, quels sont vos types de personas, de clients En tout cas, assez tôt, on a eu la sensation de se dire que notre outil était avant tout pour les pros. Ok. Sauf que les pros ont un niveau d'exigence qui est tel qu'on ne peut pas arriver avec une solution à moitié finie. Donc, au début, on a essayé de convertir les clients les plus, en tout cas les plus faciles dans un domaine, du moins à convertir, c'est-à-dire le particulier. Ouais. Ok. Et en fait, ce particulier nous a permis déjà d'acquérir de l'expérience, avoir un peu de financement. Et après, on a ciblé des artisans. Et après, rapidement, on a eu des gros succès avec des grands groupes en tout cas du monde de la piscine et du portail et de la clôture. Ok. Donc c'est à ce moment-là que je me suis emballé. D'accord. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que je me suis dit, on a signé vraiment des gros chèques à chaque fois à 6 chiffres. Ouais. Et donc je me suis dit, franchement, on en a fait 3 en 4 mois. C'est bon. C'est bon, là, la machine est lancée. Et en fait, suite à ça, pendant 2 ans, vache maigre. Ah ouais. Et là, je me remets en question de partout, je ne comprenais pas. J'ai réussi à avoir une piste de réponse en comprenant que ceux qui avaient signé très tôt étaient un peu des ovnis dans le monde industriel parce que c'était des grands groupes qui maîtrisaient tout leur pipe commercial depuis l'industrialisation jusqu'au particulier. Toute la chaîne de valeur. Tout à fait. Alors que la majorité du monde industriel que je comptais cibler, il y avait
vraiment une coupure entre les deux, c'est-à-dire que l'industriel vend à des pros, et après, le pro installe pour le compte de particulier. Ouais, tu avais genre grossiste, détaillant. Exactement. Ouais, d'accord. Et là, eux, par contre, c'était pas du tout adapté. En tout cas, l'installateur ne voulait pas prendre en charge parce que lui, il était très satellisé, donc très compliqué à toucher. Et l'industriel lui disait, mais moi, tu sais quoi, ta solution, elle va pas m'aider à plus vendre. Ça va juste complexifier mon pipe. Donc, ça m'intéresse pas. Donc là, du coup, grosse remise en question. Et donc même pas mal de tensions internes parce qu'il fallait pivoter. Et du coup, le pivot est apparu courant 2023. Et qu'est-ce qui a fait ce déclic? Parce que souvent, quand tu dis pivot, c'est qu'en fait, pendant longtemps, alors je ne sais pas si toi ça te le fait, mais ça nous l'a fait plusieurs fois, c'est qu'en fait, tu rumines, tu t'aperçois que ça ne va pas dans le sens que tu veux. La vision, première que tu as. Et je ne sais pourquoi, à un moment donné, clac, mais ça se fait, allez, je vais extrapoler un peu dans la semaine, mais souvent c'est en 24-48 heures, tu te dis c'est bon. Et tu pivotes et tu mets tout en branle-bas de combat. En fait, le pivot, ça a été un pivot un peu réfléchi et du moins c'est aussi nos retours marchés qui nous ont convaincus. C'est que, en gros, 2022-2023, on voyait que nos cibles initiales, on n'arrivait pas à les convertir. Donc, on s'est dit, où on arrête tout. Ah, carrément. Oh, bon, c'était... j'allais pas chercher à souffrir trop longtemps parce que ça faisait déjà quand même 18 mois qu'on souffrait, que je fournissais beaucoup d'énergie sans être à en voir en retour sur investissement. Donc, je n'allais pas passer ma vie. Oui. Mais... pragmatique, en tout cas. Oui, c'est bon. Après, c'est la force des choses, c'est-à-dire que voilà, moi j'ai aussi 2 enfants, il y a quand même une vie à côté et j'allais pas la sacrifier pour un projet qui n'arrivait pas à convaincre. Donc oui, il fallait quand même on était prêt à fermer la boîte si on n'arrivait pas à trouver les clés. Et vous étiez donné combien de temps? C'était, il fallait quand même avoir des signaux. Tous les ans au 31-12, on se faisait quand même un gros bilan avec mon associé et avec l'équipe dirigeante en se disant est-ce que vraiment, où on est né au niveau de la trésor et est-ce qu'on a les clés pour en tout cas, pour atteindre nos objectifs. Et en fait, tous les ans, on faisait à peu près ce bilan. 31-12-2022 compliqué. Et 2023, on se rend compte qu'on ne peut pas maintenir les collaborateurs et surtout la partie sales parce qu'on n'a pas eu les indicateurs pour nous convaincre. Ouais. Donc on s'est dit, tant qu'on n'a pas trouvé le Graal à sa hashtag Product Market Fit, on réduit les frais. Okay. Et en fait, on a essayé du coup de prendre un peu de recul sur notre activité et en se disant, 2023, le BTP se casse la gueule. Il n'y a pas tant de volumétrie que ça sur les domaines tels que la piscine, portail clôture, abri de jardin, terrasse, tout ça. Et qu'est-ce qui marche? Donc là, on fait un point, rénovation énergétique, c'est cool. Rénovation énergétique, c'est... est-ce que c'est bien? Ok, il y a de la volumétrie, mais est-ce qu'il y a de la volumétrie en travaux et est-ce qu'il y a un pendant administratif? Donc j'ai essayé tout simplement de poser des questions, j'ai passé des appels à la main. Et j'ai compris un truc super intéressant sur le domaine du photovoltaïque, c'est que le client final, dans ce que je ciblais, c'était le particulier. Le particulier, quand il installe des panneaux, son but, c'est quoi? C'est de consommer tant qu'il peut son élec qu'il produit et de valoriser ce qu'il ne consomme pas. C'est-à-dire que... oui. Voilà, tes panneaux produisent. Si tu n'as pas de batterie, parce que les batteries coûtent super cher, tu consommes ce que tu peux. Et après, le reste, tu le réinjectes sur le réseau. Tout à fait, oui. Sauf que pour le réinjecter, il faut ce qu'on appelle un contrat EDF obligation d'achat. Oui. Donc, sauf que pour que EDF accepte de te racheter à un prix négocié ton électricité, il leur faut un contrat de raccordement Enedis. Oui. Sauf que pour obtenir ce contrat de raccordement Enedis, il faut un dossier de raccordement Enedis. Sauf que pour avoir un dossier de raccordement complet, il faut une autorisation de travaux. Déjà, ton explication est longue, Guillaume. Tu vois, donc... Non, totalement. Mais ça sent la chute qu'on va comprendre, mais voilà, pardon, vas-y. En fait, si tu fais un rétro-planning, tu te rends compte que le point de base pour pouvoir revendre ton électricité, c'est d'avoir un dossier, une déclaration préalable de la mairie complète. Et donc là, je me dis, mais
Mais en fait, c'est magique. C'est-à-dire, tous ceux qui veulent vendre, leur point de départ, c'est l'ADP mairie. Oui. Et en fait, il n'y a que Urbasys qui soit capable de l'automatiser et de proposer un coût vraiment compétitif. Et donc, vu que là, en plus, il y a une volumétrie qui explose sur le monde du photovoltaïque. Ça revient. Attention, parce que non, il y a 10 ans, c'était l'Eldorado. Voilà, il y a eu une creux, grosse chute. Une grosse chute même. Et là, ça revient. Là, c'est en tout cas, dès 2023, on a senti qu'il y avait vraiment de l'attraction sur ce domaine-là. Ouais. Et du coup, rapidement, on a essayé de mettre en place toutes nos équipes techniques pour pouvoir adresser le panneau photovoltaïque et faire des dossiers de déclaration préalable de PV. Tout simplement. Ça paraît bien résumé, sauf qu'il y avait des contraintes techniques qui étaient très lourdes, c'est-à-dire faire des plans de façade cette fois-ci. Ah ouais. Donc là, cette fois, c'était pas les plans de coupe, donc les plans de façade, c'est quoi ? Toiture. Et les plans de toiture, effectivement. Non, et le tout cumulé. Donc, il nous a fallu trouver une solution pour modéliser des toitures en 3D, pour être capable après de faire des plans de façade, donc un gros gap technique à nouveau. Non, mais alors comment ? Et bon, là, je ne vais pas donner la secret sauce, mais on a fait des partenariats de recherche. Donc, on a fait beaucoup de recherche, beaucoup d'investissements. Et c'était clairement notre dernière cartouche. Ah ouais ? Ouais, c'était... en fait, autant financièrement que émotionnellement ou professionnellement, on était au bout. On était un peu au bout. Ouais. Il nous fallait une autre dose de réussite parce que c'était frustrant de dépenser, que toute l'équipe s'investisse autant et qu'on ne soit pas en mesure de le récompenser. Alors, juste, on va continuer sur ce que tu dis, mais Urbasys, avant le photovoltaïque, c'était quoi un peu les métiers c'est-à-dire, vous faisiez des DP essentiellement, des permis d'aménager essentiellement. On fait pas de permis d'aménager. Pas de permis d'aménager, ok, autant pour moi. Mais donc, déclaration voilà. DP, piscine, abri de jardin. C'est ça, à notre cœur. Avant 2023, globalement, notre dossier type, c'était accompagner tous les installateurs piscines dans leur projet pour réaliser une 8x4 sur la parcelle de leurs clients. D'accord. Et du coup, il n'y avait pas possibilité de faire autre chose ? Si, bien entendu. Mais là, vraiment, je résume sur un projet le dossier type. D'accord. Mais juste, on va venir sur le photovoltaïque, mais du coup, vous n'avez pas décidé d'aller justement, de pousser les DP sur toutes les verticales qui étaient possibles ? Il y avait des contraintes techniques, notamment ces plans de toiture dont on vient de parler. Okay. C'est que rapidement, tout ce qui concerne par exemple les extensions d'habitation nécessite rapidement un niveau d'expertise, du moins un niveau de livrable des plans encore plus techniques. Et moi, on n'avait pas encore les briques techniques pour pouvoir y répondre de manière automatique. Ok, donc ça veut dire que pour des extensions, parce que je te parle, c'est un peu perso et même je pense à des copains qui sont maîtres d'œuvre, architectes, tout ça, ils peuvent pas être utilisateurs de ta solution. Là, on est en train de finaliser la brique extension. D'accord. Et donc c'est pour ça que volontairement sur notre plateforme, certains projets ne sont pas proposés. D'accord. Et quand on les recherche, tout simplement, l'algorithme dit on ne le fait pas. Et ça arrive bientôt. D'accord. Mais donc là, voilà, le projet extension en fait partie. C'est un projet très demandé. Ouais. Mais étant donné que ça génère vraiment beaucoup d'impact au sein d'un bâtiment, au sein d'une habitation et surtout après au niveau du quartier, il faut vraiment... les collectivités sont très vigilantes et donc elles ont un haut niveau vraiment d'exigence qu'on ne pouvait pas atteindre. Et comme nous, on est vraiment sur un outil à grande échelle, on ne peut pas se permettre, en termes de support, de mettre en ligne une solution qui ne soit pas à au moins 85-90% de performance. Ouais, donc j'imagine, parce que je pense à des copains maîtres d'œuvre architectes, à mon avis, ils ont besoin d'une négligence, on va dire, fine. Ouais. Et là, effectivement, si tu as 50%, c'est... Non, on est en train de l'atteindre. On a des archis qui nous utilisent. D'accord. Parce qu'on est quand même, à l'heure actuelle, capable de faire 80% d'un dossier d'extension de manière très professionnelle et très technique. Et puis surtout, ça leur fait gagner du temps. Totalement. Parce ils peuvent faire 80% du dossier avec Urbasys. Par contre, il y a toujours quelques petites informations sur lesquelles... à l'heure actuelle, que je n'ai pas réussi à automatiser, et pour laquelle, en fait, le professionnel aura une plus-value. Et donc, on a des archis à l'heure actuelle qui nous utilisent pour faire leur canevas
de documents. Ouais. Plein de situations, plein de masses, plein de coupes. Et par contre, qui vont rajouter quelques détails justement sur un plan de coupe spécifique ou en tout cas sur une intégration paysagère peut-être un peu plus poussée. Donc, il y a quelques détails sur lesquels ils ont une plus-value et c'est ce qui va constituer pour nous notre axe de développement en cours, justement pour être capable d'automatiser au maximum ces parties-là pour qu'après, même des installateurs qui sont non professionnels du dessin soient en mesure de générer des dossiers de déclaration préalable pour des projets d'extension. Et tout ça grâce au développement de la photovoltaïque. Parce que j'ai l'impression que, alors tu vas me dire si je me trompe, mais que tu as détecté ce pain un petit peu du monde de la photovoltaïque, ouais. Qui, donc il y a, on va dire, un marché, du business rentable à faire. Oui. Ce business rentable qui en plus répond à d'autres problématiques de métiers qui étaient entre guillemets pas très rentables, que tu pouvais pas déployer en fait ton expertise technique. Avec la photovoltaïque, ça va te permettre. Tout à fait. C'est exactement la vision du moins qu'on souhaite mettre en œuvre, c'est-à-dire capitaliser sur l'opportunité pour financer notre vision. Ouais, tu vois. Ouais, mais tu vois, le truc c'est ça, c'est qu'en fait, si tu n'itères pas, tu te poses pas des questions, t'avances pas, tu prends pas des gadins, mais c'est en fait, être à son compte, parce que bon, entrepreneur c'est un peu un mot à la mode, mais être à son compte, être gérant de boîte, c'est à un moment donné avoir la capacité de savoir reculer, avancer, reculer de 2, avancer de 3, reculer de 4, avancer de 6. Psychologiquement, je le dis, c'est pas évident. Quand tu veux performer, et surtout en début d'aventure. C'est ce que tu dis est tout à fait vrai. Tu le vis, et on le vivra encore. Exactement. Et c'est clairement pas une solution, du moins, c'est pas un objectif à partager avec tous. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas être entrepreneur parce que c'est émotionnellement, financièrement, c'est quelque chose qui est très dur. Je te confirme qu'il n'est pas évident. Mais bon, je pense que quand tu es câblé et bien entouré, parce que tout à l'heure tu parlais de ta femme, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais on peut peut-être citer. Mélanie. Mélanie, on peut la citer parce qu'il ne faut pas oublier que le cercle familial, tu parlais de ton père, tu parlais de ta femme, les enfants, parce que je ne sais pas quel âge, tu me l'avais dit, mais ils ont 6 et 9. Donc ils sont petits, je veux dire, ils sont petits, mais en âge quand même peu de comprendre, et c'est des éponges. Donc en fait, tout cet écosystème familial, il faut que ça réponde. Première validation, tu vois. Validation du business aussi, associé tout ça. Donc ça, c'est hyper important pour pouvoir justement avoir les ressources mentales et psychologiques de pouvoir performer. Parce que là, ce que tu dis, c'est qu'avec ce photovoltaïque, et tu vas poursuivre, parce que j'aimerais comprendre maintenant où vous en êtes à ce niveau-là. Est-ce que vous avez pu déployer la partie technique? Est-ce que niveau business, comment c'est aujourd'hui maintenant? Alors ouais, là on revient sur le photovoltaïque du coup. Là, j'ai un peu reparti. Ouais, y a pas de souci. Reprends le fil où tu veux. Y a pas de voilà. problème. Bon, en tout cas, le PV photovoltaïque, ça, on a rapidement compris qu'il y avait les professionnels avaient besoin d'être accompagnés. Pourquoi? Parce que la grande chance pour nous, urbacistes, c'est que nos installateurs pros qui installent du photovoltaïque vont très vite. C'est-à-dire qu'un chantier PV, c'est 2 jours. 2 jours. De quoi? De travaux. C'est-à-dire, ils posent combien de panneaux là? Là, c'est pour des installations pour une 6 kg sur une maison traditionnelle. D'accord. Ils viennent avec trois collaborateurs. Ok. Ils installent les panneaux, ils câblent jusqu'au tableau électrique et après ils repartent. 2 jours. Et du coup, tous les 2 jours, il faut qu'ils aient au préalable déposé un dossier de déclaration préalable pour la mairie pour obtenir l'autorisation de travaux. Et du coup, ils ont une volumétrie de dossiers qui est très importante. Et tout le monde doit déposer une DP pour du photovoltaïque? Oui, c'est une modification de toiture, c'est obligatoire. Ok. Donc j'en connais qui n'ont pas fait, donc du coup je pensais que c'était pas obligatoire. Mais donc je savais pas. Déjà, légalement c'est obligatoire. Ok. Et en plus, financièrement, s'ils veulent être capables de revendre leur électricité à EDF, c'est nécessaire. Mais s'ils veulent pas le revendre et le stocker, ce qui est possible aujourd'hui de faire avec certaines... Voilà, tout à fait. Là, dans ce cas-là, ils n'auront pas le contrat EDF obligation d'achat qui ne leur imposera pas forcément d'avoir une autorisation de travaux, mais ça n'empêche que le code de l'urbanisme l'indique bien, les modifications de toiture nécessitent une déclaration préalable de travaux. Après, il y a quelques cas pratiques, c'est-à-dire que les photovoltaïques au sol pour une puissance de moins de 3 kg sur une hauteur de moins de 1,80 m ne sont pas soumis à déclaration préalable.
Après, il y a énormément de cas d'exclusion. En tout cas, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que sur une toiture classique d'un citoyen normal, on pose 4 panneaux, c'est déclaration préalable de travaux. Et il y a une question, qui valide tout l'aspect technique et juridique de ton métier? C'est les instructeurs à mairie. Donc, non, mais ce que je veux dire, là, ta connaissance là, que tu viens de dire, là, ces cas spécifiques, ces trucs, il faut les rentrer dans la bécane technique. Ouais. Après, nous, on a une docteure en urbanisme dans la société. Donc, et après, dans tous les cas, l'idée, c'est que notre volumétrie, du moins nos retours utilisateurs, c'est notre meilleur juge de paix. Ah oui, ça c'est sûr. Et donc, là, l'idée, c'est quoi? C'est que on se pose même souvent la question, est-ce qu'on est vraiment, du moins nos utilisateurs nous disent, est-ce que le dossier à la fin va être compatible avec le niveau d'exigence de la mairie? Exactement, ouais. C'est une bonne Et question. en fait, là, nous, c'est tout simplement vital. Tout simplement parce que si on met en place un service qui ne génère pas une autorisation de travaux à la fin, on aura un flot de clients qui viendront nous voir, mécontents, qui voudront être aidés. Et notre service support va exploser. Ouais, exactement. Et donc, nous, c'est un indicateur très fort pour nous, c'est le nombre de points de contact et donc de services après-vente sur nos dossiers de déclaration préalable. Et si on remarque qu'il y a une augmentation trop importante du nombre de points de contact, ça signifie qu'on a certains projets qui ne sont pas assez matures. Donc il faut faire parfois machine arrière sur certains projets parce que les collectivités nous signalent que tout simplement notre projet n'est pas recevable en l'état. Tu peux donner un exemple parce que là, du coup j'ai du mal à comprendre. Là, par exemple, tu vois, on avait essayé fut un temps le projet extension. D'accord, ah oui, d'accord. Et, ok. et en fait, j'étais sur la photovoltaïque. ouais, donc, mais, du coup. et donc là, le projet extension, on l'avait essayé. On avait, sur 10 dossiers, on avait 3 ou 4 retours des mairies en nous disant qu'il manquait des pièces. Le client reçoit ça, il vient nous voir en nous disant c'est quoi cette histoire là? J'ai payé et là, je me prends des demandes de pièces complémentaires. Et du coup, nous, il fallait qu'on les accompagne. Et à ce moment-là, on s'est dit voilà, tout simplement, on n'est pas rentable. Ah bah oui. Et du coup, on a retiré le projet. Donc, il n'était plus en ligne. Et on a acquis de l'expérience. On a compris que il y avait un niveau d'exigence qui était encore plus élevé, ce qui justifie notre roadmap technique actuel. Donc là, on est en train d'atteindre en tout cas les briques qui nous manquent. Par contre, pour le photovoltaïque, on avait fait les avancées techniques suffisantes pour pouvoir obtenir plus de 90% d'autorisation de travaux en première instance. Ah, c'est beau quand même, non? Ouais, mais il ne faut pas moins. Ouais. Parce que voilà, on fait maintenant plus de 1000 dossiers par mois. 1000 dossiers par mois. Ouais, donc voilà, imagine que si on n'a rien que 10% de... C'est énorme, hein, quand même. Quoi, je veux dire, c'est énorme. Je veux dire, j'arrive peut-être pas... Bon, il y a quand même 900 000 dossiers tous les ans en France qui sont déposés. Donc voilà, 1000 par mois, ça fait que 12 000 à l'année, on a encore de la marge. Ah oui, exactement, ouais. Donc, mais, et du coup, c'est intéressant ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez lancé la brique photovoltaïque, le service. Ça fait on-off? C'est-à-dire que avec le SEO, je ne sais pas comment vous êtes débrouillé, mais ces 1000 dossiers sont arrivés comment? Voilà, c'est le fruit de toutes les années de référencement naturel, de travail au niveau de communication. Base client aussi, peut-être qu'il y avait des clients qui étaient dans la base, qu'il y avait des projets photovoltaïques. Mais par contre, là où on a vu clairement le côté on-off dont tu parles, et que moi j'associe vraiment à un product market fit, c'est que quand on appelait des prospects, on passait du bon non, ça m'intéresse pas trop à oui, je veux en savoir plus. Ça, c'est game changer en vente. Et après, quand on voyait notre taux de conversion, et quand on voit notre taux de conversion et le niveau de satisfaction, et tout simplement le niveau de revenus qui sont générés, on comprend que là, on commence à toucher un peu le product market fit. On s'en approche. Et du coup, la progression, tu peux communiquer un peu sur des chiffres, genre progression, chiffre d'affaires que vous faites ou pas, ou vous restez discret là-dessus? Là, bon, effectivement, comme je te l'ai dit, pendant 18 mois, on a eu des difficultés à convertir vraiment des grands comptes, des gros donneurs d'ordre. Là, depuis quelques mois, on bénéficie vraiment du fruit de notre travail de 2023. Donc là, 2024, clairement, on espère vraiment doubler le CA de l'année dernière. Ok. Et en termes de dossiers, peut-être c'est plus... Voilà, on a fait globalement un x2 en 9 mois. Ouais, donc tout le monde est content là.
Ben là, après, il faut que ces x2 se convertissent en chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on a aussi un espèce de delta, du moins de décalage dans le temps, parce qu'on a des utilisateurs qui prépayent une volumétrie importante de dossiers. C'est-à-dire ils achètent par exemple 1000 dossiers pour leur conso annuel, mais après, ils vont consommer mois par mois. Ah, et toi, ils te facturent mois par mois? Non, eux, ils ont prépayé en amont. C'est-à-dire ils ont acheté les dossiers, mais ils peuvent après l'utiliser sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans. Ah, c'est comme une box, quoi. Que tu achètes pour 1 an, tu l'as. C'est comme des crédits, c'est-à-dire tu as une carte qui est prépayée, que tu utilises au fur et à mesure. Et après, nous, notre but, c'est vraiment de se rendre tellement indispensable à eux, dans leur fonctionnement, qu'ils nous utilisent au quotidien et que du coup, ils renouvellent leur achat le plus tôt possible. Donc, il y a une certaine décalage entre la consommation et la création de chiffre d'affaires. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tous les dossiers qui sont finalisés, à un moment donné, ça va créer de la valeur. Donc pour nous, c'était un métrique très important de voir le niveau d'utilisation de notre plateforme et donc le niveau de dossiers qui sont finalisés tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, parce qu'on sait que c'est primordial pour créer de la valeur. Parce que quand tu dis de dossiers 900 000, c'est pas que de la photovoltaïque, non, c'est au global. C'est-à-dire que tout cumulé, en France, tous les ans, il y a 900 000 projets qui ont nécessité une déclaration de travaux. D'accord. Et la photovoltaïque, qui est un peu votre produit d'appel intéressant. Depuis 9 mois, oui. Là, les chiffres ne sont pas encore, du moins, c'est plus, je ne sais plus quel organisme, je crois que c'est un regroupement de produits photovoltaïques qui prévoit 200 000 installations sur 2024. D'accord, ouais, c'est bien reparti quand même. Donc après ces 200 000 installations, certains installateurs, comme tu l'as dit, vont peut-être pas accompagner leurs clients et donc vont pas leur proposer la partie déclaration préalable de travaux et autorisation de travaux dans le cas où le client n'en fait pas la demande. Ah mais là ton commercial ou toi, tu fais du phoning, tu les appelles des installateurs, ils vont te dire... là, ils me disent, actuellement, ils sont tous intéressés. Bien sûr, j'allais te dire, bien sûr que tu as toujours un mec ou une femme qui va te dire oui ou non, parce qu'il y a toujours le non en vente et jamais 100%. Voilà, même sur les 200 000... T'écoutes. Ah, totalement. C'est-à-dire, en gros, sur les 200 000 installations qui vont être faites cette année, il n'y en aura peut-être que 150 000 qui seront, du moins, qui vont être déclarées. Parce que certains installateurs ne déclarent pas, n'accompagnent pas leur client final sur la partie administrative. Soit par méconnaissance ou par... ou pas envie, quoi. Totalement. Et sur 150 000, nous, notre but, c'est d'adresser le maximum. Ah ben j'imagine, oui. Ouais. Donc c'est clairement, comme je te l'ai signalé, là, un ciblage, en tout cas une verticale qui est très forte pour nous, parce que on est très bon sur le livrable technique pour générer une autorisation de travaux, et on est la seule solution qui soit complètement automatisée. Sur le marché. Ouais. T'as pas de concurrent. Après, sur la proposition de valeur globale, c'est-à-dire accompagner au niveau administratif, d'autres sociétés le proposent. Oui. Mais elles le font avec un humain. Donc, effectivement, il y en a certains qui cherchent à baisser les coûts en délocalisant et en envoyant toutes les demandes de dossiers dans des pays étrangers, là où les coûts de personnel sont plus faibles. Par contre, avoir une solution en mode SaaS qui te permet, dans 15 minutes, d'obtenir un dossier complet que tu peux déposer en mairie, là, actuellement, il n'y a que notre solution. Ah ouais. Ouais. Après, c'était l'innovation du début. Ouais. Et c'est cette vision qu'on souhaite conserver et accélérer, d'ailleurs. Ok. Du coup, on passe des piscines photovoltaïques. La suite, c'est quoi? Le futur d'Urbasys, c'est quoi? Extension? Voilà. Au niveau, nous, notre but, c'est que tous les projets de moins de 100 000 €, on soit capable de les adresser. D'accord. Ouais, en fait, c'est vous partez du budget, on va dire, de rénovation-construction pour un particulier, pour son habitat. Et parce qu'en fait, on l'a peut-être pas dit, mais on travaille beaucoup en B2B, 2C. Exactement, tu fais bien de le préciser. Et oui, parce qu'en fait, on va le préciser pour les gens, mais Mickaël veut créer une piscine, va passer par un installateur de piscine. Par un piscinier. Des joyaux, c'est ceux qui me viennent en tête, tu vois, de prime abord. Ça, on travaille avec eux. Ah, ok, d'accord. Bon, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que des joyaux, derrière, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des intermédiaires, il y a le grossiste, eux sont détaillants, eux. Comment ils sont considérés? En fait, ils ont un réseau de concessionnaires. Ouais, c'est-à-dire que la maison, l'industriel fournit le matériel.
Et les concessionnaires ont la liberté d'appliquer les prix, mais ils ont obligation d'acheter les fournitures à la maison mère. C'est une centrale d'achat, quoi. Tout à fait. Wow. Et après, eux, ils installent. Et en fait, l'idée, c'est que celui qui est en contact avec le particulier, le client final, c'est le concessionnaire. Tout à fait, ouais. Et lui, le concessionnaire, il a quand même un enjeu d'accompagner son client pour qu'il soit satisfait en termes au niveau de la fourniture, de la pose, mais aussi de toute la gestion administrative. Parce qu'un client qui a payé une piscine, qui a une piscine et qui se prend un courrier de contentieux de la part de la mairie en lui disant qu'il n'a pas déclaré la piscine et qu'il est soumis à des pénalités, ça ne fait pas plaisir, surtout quand on est pro. Ouais. Donc, le professionnel est considéré comme sachant, donc il est d'ailleurs co-responsable en cas de travaux non déclarés. Et l'idée, c'est que du coup, pour prendre en compte cette obligation professionnelle, ils ont besoin d'outils. Parce qu'ils ont besoin vraiment d'industrialiser et donc de fluidifier leur pipe commerciale avec toute la partie après-vente, c'est-à-dire la gestion administrative, toute la partie autorisation de travaux, la partie achèvement des travaux, ainsi de suite. Parce qu'ils faisaient comment avant, ces gens-là? À la mano? Ils le faisaient ou à la mano ou ils fermaient les yeux. Donc après, ils pouvaient mettre leurs clients en défaut. Et donc après, ils essayaient tant bien que mal de récupérer la sauce et ils employaient après, du moins ils essayaient de régulariser d'une autre manière. Mais il n'y en a pas un qui s'est dit, je prends une assistante et qui fait ton métier. Ou un assistant, je veux dire. Ouais, mais bon, globalement, c'était vraiment l'ADV qui le mettait en œuvre. C'est-à-dire qu'il passait 3-4 heures pour chaque dossier à constituer les pièces, à les transmettre et après à suivre le dossier. Parce que je ne t'ai pas posé la question, tu le dis aussi, tu veux répondre à ça, mais combien ça coûte par exemple pour un pisciniste qui veut déposer un dossier le particulier, lui, il paye 89 € TTC. Et le professionnel, comme il y a un effet quand même de volumétrie, il paye entre 30 et 60 € hors taxe. Ok, donc on va dire une cinquantaine d'euros pour lui. Ça. Ok. Mais ce que je veux dire, c'est que combien de temps ça met à une personne de déposer un dossier versus soit ta solution technique, c'est-à-dire que il n'y a pas de match, quoi, je veux dire. Voilà, à la main, pour faire par exemple le plan de masse, le plan de coupe, par exemple pour une piscine qui était notre dossier type, qui est d'ailleurs un projet vraiment qui illustre bien notre activité, c'est que il faut en gros 3 heures. Ok. Pour un pro qui maîtrise un peu son histoire, il faut entre 3 et 4 heures pour faire un dossier complet. Avec Urbasist, notre record est à 4,38. 4 minutes 38, mais on pilote le temps aussi, parce que c'est un indicateur très fort pour les pros. Mais en moyenne, ils sont entre 10 et 15 minutes. Et t'imagines ? Ouais, mais après, voilà, c'est un gain de temps. Et après, voilà, c'est surtout valable pour les pros qui ont cette volonté d'optimiser leur process interne. T'imagines, tu fais en 3 heures, 6 x 3, 18, 180 minutes divisé par 4. Non mais... Le nombre de dossiers potentiels que tu peux faire ? Tout à fait. Non, mais je veux dire, quand tu es chef d'entreprise, moi j'aime bien le mot efficient. Et pas efficacité. Efficience, c'est pour moi, c'est la définition, mais c'est qu'en gros, c'est quelles ressources que tu mets avec le gain en face. Tout à fait. Et en gros, et c'est pas méchant, c'est pas d'être anti ou pro-capitaliste, c'est une gestion d'une boîte doit être efficace et efficiente. Et l'efficience, c'est le gain de productivité que tu es capable de mettre en face. Et quand tu fais ce genre de calcul, bien évidemment que c'est intéressant, quoi. Tout à fait. Ouais, on est d'autant plus, en tout cas, efficient et d'ailleurs proactif avec ces professionnels-là qu'ils ont conscience de leur temps passé. C'est-à-dire que le principal avantage que les pros voient avec l'utilisation d'Urbasist, c'est le gain de temps. Ah bah ouais, voilà, nous on le voit aussi. Et après, ça se traduit par des coûts. Donc notre argumentaire est basé là-dessus. Mais faut-il qu'ils aient conscience du temps qui passe ? On est d'accord. Donc voilà. Et comme nous, on n'est pas là pour évangéliser la terre entière, les professionnels qui nous disent voilà, ça ne m'intéresse pas, je dis ok, mais est-ce que vous savez au moins le temps que vous y passez ? Et il me dit non, mais ça ne m'intéresse pas non plus. Je lui dis, voilà, si un jour vous y intéressez et que vous cherchez à améliorer, sachez qu'on sera disponible pour vous accompagner. Mais en attendant, on vous laisse continuer. Ouais, carrément, en fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le photovoltaïque a été vraiment une cible privilégiée,
parce que comme le chantier dure 2 jours et que le temps passé est globalement le même pour faire un dossier, quand on passe 3 heures pour faire de l'administratif sur un chantier qui dure 2 jours, le ratio temps passé au niveau administratif sur le temps global est très important. Et donc, très tôt, ils ont eu ce besoin de chercher à optimiser leur temps passé. Et en plus, comme ce sont souvent des professionnels qui sont à l'écoute des nouvelles solutions parce qu'eux-mêmes sont dans un domaine d'activité qui évolue très vite avec des puissances de panneaux, des onduleurs. Il y a un vrai côté tech derrière. De rendement aussi. Ouais. Du coup, ils ont vraiment ce profil un peu d'early adopters, du moins ils sont prêts à écouter des solutions innovantes. Ok, donc du coup, en fait, B2B2C. Yes. B2C, finito, ou c'est juste du naturel, ça vient sans le développer? Vous mettez pas d'action commerciale? Non, on l'arrêtera jamais. Le B2C, tout simplement parce que c'est notre carte de visite. D'accord. C'est-à-dire qu'on remarque que beaucoup d'installateurs de pros, avant de nous contacter, ils font un dossier comme s'ils étaient un particulier. Ah, d'accord. Et donc, plutôt que d'avoir une plaquette et donc de créer un peu de méfiance, parce que donc de créer un certain décalage entre eux, on leur propose, en plus de manière payante, d'utiliser notre solution. Ils ne nous contactent même pas, ils nous utilisent. Et après, ils nous disent « Ah, ben ouais, j'ai fait un dossier avec Urbassist, mais là, j'ai vu que vous me faisiez gagner du temps. C'est un peu cher parce que là, j'ai le tarif particulier, mais j'ai des grosses volumétries. Est-ce qu'on peut parler ?» Ah, c'est fou ça. Et donc c'est vrai que le B2C, tel que nous on le voit, c'est vraiment notre carte de visite pour les pros. Très bon argument. Non mais franchement c'est bien dit, parce que du coup tu pourrais dire écoute, je fonctionne en marque blanche pour les professionnels et faire que ça. Mais je trouve que ton argument en B2C est quand même pas mal. Après, c'est eux-mêmes qui me l'ont partagé cet argument, donc je ne fais que répéter les constats qu'eux me partagent. Donc c'est d'ailleurs presque le meilleur conseil à ceux qui nous écouteraient, qui auraient des volontés d'être entrepreneurs, c'est que les seuls profils qui ont raison dans les choix à réaliser, ce sont les clients. Ah ouais, il faut être vraiment concentré à l'écoute de leurs remarques, concentré sur leur retour utilisateur, parce que ce sont eux qui motivent les équipes et ce sont surtout eux qui guident la roadmap technique et qui guident aussi les choix et la cohérence des choix qui ont été faits jusqu'à présent. Et qu'est-ce qu'ils te demandent là, qu'aujourd'hui tu ne peux pas faire mais que tu aimerais? Des nouveaux projets. Et après, surtout au niveau des pros, c'est des groupements de services plus globaux. C'est-à-dire que c'est le choix qui a été fait fin 2023, c'est que l'ADP, faire une déclaration préalable, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Eux, les professionnels du photovoltaïque, ils me disent « Ouais, mais après, le dossier de raccordement Enedis, j'aimerais bien que ça soit automatisé aussi. » Après le consuel, c'est-à-dire l'organisme, il y a aussi une partie administrative. Ça m'embête un peu. En plus, c'est les mêmes infos. Vous ne pouvez pas me l'automatiser. Après, il y a le contrat. Avant ça, par exemple, les mandats de représentation avec mon client. J'aimerais bien avoir un document quand même qui m'engage avec mon client. En plus, ça me permettrait de mieux le convertir. Vous ne pouvez pas me faire ça. Et en fait, on nous le dit 1 fois, 2 fois, 10 fois. C'est bon, on a compris. Ouais. Et si on peut, on le fera. Et donc, clairement, c'est notre roadmap actuel, c'est-à-dire de chercher à adapter des nouveaux services un peu à marge de notre cœur initial pour proposer des fonctionnalités globales et de telle manière que maintenant Urbassist c'est la nouvelle proposition de valeur d'Urbassist, on prend un peu de recul, c'est que Urbassist n'est plus seulement un outil pour faire des permis de construire, comme je l'ai dit au début. Urbassist maintenant c'est un site internet qui permet de faire de la gestion administrative de travaux en ligne. Et donc cette gestion administrative, ça va passer par les mandats de représentation, ça va passer par la création de fiches clients, ça va passer par les déclarations préalables, ça va passer par les dossiers de raccordement Enedis, ça va passer par les consuels. Et en fait, il y aura maintenant, notre objectif, c'est de proposer une seule et même plateforme qui va regrouper toutes ces fonctionnalités-là. Et notre utilisateur, l'installateur, le concessionnaire pourra faire tout son process après-vente directement et uniquement sur Urbassist. Et l'IA dans tout ça, est-ce que c'est prépondérant ou pas ?
On est en train, donc là c'est secret défense, mais non, j'ai là, touché le... voilà, on D'accord. est très intéressé par les modèles de langage large. Quoi, c'est... C'est très intéressant et après il faut jouer avec les limites de l'IA actuelle et surtout ne pas oublier qu'il faut que ça serve à la cause entre guillemets humaine. Donc nous on a déjà trouvé des domaines d'activité sur lesquels on allait l'utiliser. Donc ça ne sera pas spécifiquement sur la déclaration préalable, ça sera un service en marge, mais qui permettra vraiment à tous les professionnels d'anticiper, d'organiser, de préparer leur dossier de manière encore plus efficace. Donc l'IA va être utilisée chez Urbasys dans les années à venir. Ouais, c'est déjà en cours. C'est déjà en cours, mais secret défense. C'est ça, ouais. Donc là, voilà, on sait que c'est quelque chose qui fait beaucoup de bruit, qui peut même justifier la création d'une société à elle seule. Donc nous, l'idée, comme on a quand même un peu plus d'inertie, parce que même si on n'est pas un grand groupe, on a déjà une roadmap technique, l'idée c'est qu'on se réserve le droit de le mettre en œuvre sur ce groupement de services dont je viens de parler, mais il faut nous laisser le temps de le mettre en œuvre. Ok. Du coup, on va arriver un petit peu à la fin de l'épisode. Yes. C'est quoi un peu je l'ai un peu posé, mais juste pour un peu conclure sur ça, le futur un petit peu d'Urbasys, c'est ça? L'IA, est-ce que c'est ça? Non. Je peux pas forcément... la vision d'Urbasys reste la même. C'est-à-dire que nous, notre but, c'est vraiment de devenir le service référence de l'aménagement du territoire dans le monde. Ah ouais, d'accord, il y a des ambitions quand même internationales. Oui, il y a un Scale Europe déjà qui est prévu. D'accord. On a déjà les partenaires avec lesquels on va se diffuser à l'Europe, donc ce sera d'abord en Belgique. Mais voilà, notre but, c'est de respecter et de mettre en œuvre la vision qu'on avait initialement. C'est que voilà, on a une planète qui est un territoire délimité. On a des espaces naturels qui sont délimités. On a des espaces urbanisés qui grandissent de plus en plus d'ailleurs. Et en fait, l'objectif d'Urbasys, ça serait de proposer un service vraiment à l'échelle la plus grande possible, qui permette à tous les citoyens vraiment de partager leurs projets de construction avec la collectivité publique. On a conscience que la collectivité publique a ce rôle de médiateur, d'organisateur au niveau de son territoire. Et ça, c'est pas spécifique à la France. Partout en Europe, c'est surtout en Europe là qu'on cherche, qu'on obtienne des informations. Mais on sait que la collectivité publique gère son territoire et elle organise les territoires urbains et les territoires naturels. Et nous, notre but, c'est simplement de créer l'outil technique, mais accessible à tous, pour faire le lien entre le citoyen et la collectivité publique. Pour que la collectivité publique n'ait plus à dépenser autant d'argent sur les constructions illégales, tout simplement parce que tout le monde aura accès à l'outil qui lui permet de rendre légal son projet. Du coup, il va falloir s'adapter aux normes espagnoles, belges, luxembourgeoises, allemandes. Ça va être génial. Est-ce que ça, c'est dû au photovoltaïque? Parce que ce regain d'énergie, ce regain aussi d'aller se développer à l'international. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelques mois, c'était carrément qu'on ferme la clé sur la porte s'il n'y a pas de traction. Non mais... Et en fait, il y a eu ce regain un petit peu de marché, pas tombé du ciel, parce que je pense que vous l'aviez d'un peu comme ça, mais qui en fait s'est avéré un peu la bouffée d'oxygène que vous attendiez en fait. C'est ça. C'est compliqué d'avoir de l'ambition quand on n'a pas de réponse du marché. C'est-à-dire que quand on y est depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, et qu'on est toujours à chercher un peu un modèle économique fort et à vraiment un modèle de création de valeur pérenne, forcément, on se concentre là sur les difficultés à court terme et on perd de vue un peu la vision long terme. Là, l'idée, c'est que oui, on a cette sensation de toucher ce product market fit qui nous faisait tant défaut. Ouais. Et du coup, là, ça s'est traduit vraiment en termes de livrables de dossiers. C'est-à-dire qu'on a fait quasiment un x2 en quelques mois, en termes vraiment de production de dossiers. Et du coup, forcément, ça nous rend encore plus ambitieux et on est encore plus, intéressé pour continuer notre développement en France
et surtout appliquer la vision initiale qui était vraiment d'adapter cet outil sur le plus grand territoire possible. Bon, ben parfait. Écoute, Guillaume, est-ce que j'ai oublié quelque chose de parler? On a évoqué tout, mais est-ce que tu as des choses à rajouter? Je vais dire simplement merci pour l'invitation. C'était un premier exercice très agréable. Ouais, t'as été à l'aise quand même, ça va? Oui, j'espère. Je ferai encore mieux la prochaine fois. Mais non, c'était un exercice très intéressant. Et, merci en tout cas déjà pour tes questions, pour l'intérêt de Green Living pour la solution Urbasist. J'espère d'ailleurs même qu'on aura l'occasion de prolonger nos échanges et de trouver même aussi des centres d'intérêt commun. Moi, je t'ai dit, moi j'ai un sujet perso extension chez moi. Tu m'as dit d'ici quelques mois ce serait opérationnel. Ouais. Ou en tout cas, en off, tu m'avais dit ça il y a quelques temps. Donc c'est cool. Nous, on a d'autres choses aussi qu'on fait aussi en perso. Donc oui. Et puis, ce qui est bien c'est qu'on a pris le temps long. On le dit, moi j'adore ce format parce qu'on peut parler de... J'ai certainement oublié de parler de choses, mais on a pu approfondir, tu vois. Réussite, c'est-à-dire l'euphorie d'une boîte, difficulté, réussite au sens noble, je veux dire, pas non plus à s'enflammer, je veux dire, ça y est, mais en tout cas, les vagues que peut comporter en tout cas la création d'entreprise, c'est ça. Mais à un moment donné, ces vagues, c'est comme ça. C'est comme un cycle immobilier ou boursier. C'est que c'est pas une vague de creux, c'est une vague qui monte comme ça et qu'il faut arriver à gérer les émotions comme ça. Comme je l'ai dit, avec le cercle familial et professionnel. Donc voilà. Donc d'avoir de ce type on va dire de témoignage comme le tien avec ce temps long, moi je trouve ça génial. Et je pense qu'il y aura des synergies plus tard avec Green Living et Tréma Rénovation, qui est plutôt la boîte de travaux. Top. En tout cas, ravi d'avoir partagé tous ces éléments avec toi et encore merci pour l'invitation. Je t'en prie. Merci. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite. Ciao. Allez, bonne journée. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que cela vous a plu. Mais bon, on va pas se quitter comme ça. Et il existe 3 moyens pour continuer ensemble. Le premier, c'est de me faire des retours. Je réponds à tout, croyez-moi. Le deuxième, c'est une newsletter. On parle immobilier bien évidemment, stratégie immobilière, mais on partage aussi nos dernières opportunités ou si tout simplement vous pouvez découvrir l'avancée de notre aventure chez Green Living. Le troisième moyen, c'est qu'on est expert en investissement locatif. On accompagne les particuliers à investir sous 2 verticales. Soit clé en main, on fait tout, chasse, rénovation, ameublement, gestion locative, ou avec notre accompagnement en plusieurs sessions. C'est vous qui faites, mais on est à vos côtés à chaque étape. Voilà, de toute façon, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à très bientôt. Ciao.